Bonjour à tous, bienvenue. T'es-tu déjà retrouvé à rendre beaucoup de services aux autres, même aux dépens de toi, aux dépens même de ton temps? Tu n'as jamais du temps pour toi-même, mais tu ne cesses de rendre des services à d'autres personnes. C'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à ne pas le faire. Ou bien tu te fais du mal à toi-même, tu acceptes des situations compliquées d'humiliation, mais tu n'arrives pas non plus à t'en sortir. C'est comme si c'est une situation normale que tu acceptes, mais après que tu regrettes, après le coup. C'est aussi ce cas-là qui est arrivé à la personne qui nous a envoyé sa question. Rejoignez-nous pour en discuter. Vous êtes sur VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Aujourd'hui, on a une question et j'aimerais qu'on puisse répondre à cette question d'une personne qui demande des éclaircissements sur son cas. Il a écrit de cette façon: je suis un fan de l'humour sur mes défauts et je sens un certain bien-être lorsque je suis avec des partenaires qui ironisent sur mes défauts. J'ai une piètre estime de moi-même et je suis toujours disponible pour rendre service aux autres en regrettant intérieurement toutefois. Je peux souvent être débordée à cause de la volonté de vouloir tout faire pour les autres membres de la famille ou des amis. J'ai peur de dire non aux autres pour ne pas perdre leur amour et je me sens considérée à cause des services rendus. J'ai peur des conflits, raison pour laquelle je laisse toujours les autres prendre des décisions à ma place. Je me sens toujours dominée par les émotions de honte et de culpabilité lorsque je ne rends pas service. Monsieur Jean Bosco, cette personne nous a demandé si on peut lui donner des éclaircissements sur son cas. Que pensez-vous de sa situation? Ok, merci. Merci aussi parce que tu ne me poses pas la question de savoir qu'est-ce qui lui arrive. Parce que si tu me poses la question qu'est-ce qui lui arrive, je ne sais pas parce que je ne connais pas la personne. Donc c'est difficile des fois de s'exprimer. Mais avec cette personne, je peux, je dirais, détecter le masque du masochiste. Le masque du masochiste, c'est une manifestation en fait de la blessure d'humiliation. Donc, je peux émettre l'hypothèse ici aussi que la personne souffre de la blessure émotionnelle d'humiliation, qui l'amène à avoir une forte volonté inconsciente de se faire du mal pour se punir. Ça semble être délicat finalement, parce qu'on se dit qu'il voudrait avoir du mal en plus de sa propre volonté. Mais alors, vous avez parlé de blessure émotionnelle d'humiliation. Mais c'est quoi alors cette blessure concrètement? Comme toutes les autres blessures, il s'agit d'une douleur émotionnelle qui trouble l'âme d'un individu à cause d'un vécu systématique d'humiliation ou d'un ressenti d'humiliation de la part au moins de l'un des parents. Dans la plupart des cas, c'est la mère à la petite enfance. Pour être plus percutant ou plus concret, il s'agit d'une pensée inconsciente, douloureuse, dominante, qui, je dirais, est logée dans le subconscient, mais qui entraîne une tendance, une négation de la signification de sa personne. C'est comme si la personne se disait intérieurement « je suis insignifiante ». Donc, cette pensée survient à la petite enfance entre 1 année et 3 ans, généralement. C'est quand même intéressant. Mais alors, quelles sont les causes qui peuvent se cacher derrière cette blessure? Toujours la fondation, c'est le manque d'amour ou l'impression de manque d'amour. Les causes indirectes, c'est la transmission héréditaire d'une blessure émotionnelle d'humiliation non soignée chez les parents. Mais il y a aussi le vécu fœtal d'une sensation d'humiliation. Parce que la mère qui te porte dans son ventre traverse une situation qu'elle est considérée comme une humiliation. Ça peut être par exemple le fait d'être battue devant ses enfants. Ou par exemple le fait de subir un rabaissement qu'elle est considérée comme une humiliation. Et il y a enfin les causes directes qui entraînent la survenue de la blessure. Ça peut être des situations douloureuses et infantiles qu'elle est considérée comme une humiliation, comme
tentative de viol, comme tentative de meurtre, comme des punitions publiques sévères. Ça peut être de l'abandon. Ça peut être aussi d'autres formes de maltraitance qu'un enfant peut subir, mais qu'il considère comme une humiliation. Ça peut aussi être des situations banales, infantiles, considérées là aussi comme une humiliation, comme le fait de se percevoir comme étant infantilisé, le fait de se percevoir comme ayant des aspects physiques non désirés par les parents, ou le fait de voir ou de percevoir dans le regard des parents une honte à cause des bêtises qu'un enfant a faites ou parce qu'il se retrouve devant ses parents sales ou mal habillés. Ces éléments réunis, ça donne des indications de ce que peut être les causes d'une blessure émotionnelle d'humiliation. Mais pour comprendre un peu plus, pourriez-vous nous dire pourquoi on appelle cette blessure-là la blessure d'humiliation? Parce que tout simplement, la personne concernée ne s'aime pas et n'aime pas ce qu'elle fait. Donc, elle agit inconsciemment pour se punir, pour punir cet être qu'elle n'aime pas. Donc la personne ne s'aime pas et elle se fait du mal pour se punir elle-même. Absolument. Quand même délicat. Mais alors, comment on peut reconnaître qu'on a les signes qui peuvent révéler qu'on a cette blessure émotionnelle d'humiliation? 3 catégories d'éléments peuvent constituer des portées d'entrée. La première catégorie, c'est le vocabulaire fréquent. C'est « j'ai besoin de respect, j'ai besoin de dignité, je suis indigne, je fais honte aux miens, je dois me sacrifier pour les autres, j'ai pas de temps pour moi ». 2 petites phrases comme ça. Il y a aussi le masque du masochiste qui consiste ou qui se matérialise à une forte volonté inconsciente de se faire du mal. Par exemple, en se tatouant, en se blessant, en ironisant sur ses défauts ou en se laissant grossir pour perdre en fait ses qualités physiques évidentes. Et il y a aussi les peurs, surtout la peur de la liberté. Parce que pour cette personne, la liberté, c'est synonyme de l'inexistence. Et elle a une forte volonté de ne jamais être libre pour ne pas perdre son existence. Mais aussi, c'est une personne qui se fixe toujours des limites inutiles. C'est vraiment quelque chose de perturbant. Je me dis pour une personne qui a cette blessure parce que je me dis qu'elle ne peut même pas être productive dans cette situation. Quand tu dois tout le temps chercher quelque chose qui te rabaisse ou ne pas être libre de faire quoi que ce soit, c'est un vrai blocage dans une vie d'une personne. Mais alors, je me dis, ça doit être un poids pour quelqu'un. Je dirais ces aspects se produisent inconsciemment. Dans la plupart des cas, les personnes ne s'en rendent pas compte. Mais ça leur fait toujours du tort, ou ce sont des éléments qui ne rendent pas une personne libre ou qui ne lui permettraient pas vraiment de connaître le bien-être. Et pourtant, on aimerait tous connaître le bien-être. Absolument. Mais dans ce sens même alors, comment on peut faire pour guérir? Parce que je me dis, si on a cette blessure et qu'on arrive à prendre conscience grâce aux signes que vous venez de nous présenter, qu'on l'a, comment on fait alors pour s'en sortir? Il y a mon conseil que je répète toujours, c'est consulter les professionnels parce qu'eux peuvent t'aider à comprendre que tu as cette blessure, peuvent t'aider à te décharger de ta souffrance, peuvent t'aider à mettre au point un plan de guérison et un plan de pérennisation du bien-être retrouvé. Mais urgemment, je vais donner quelques conseils, 3 au moins. Le premier conseil, c'est se donner du temps pour soi, à faire ce qui te passionne, au lieu de passer tout son temps à servir les autres en regrettant intérieurement. Parce que des fois, ces personnes rendent des services, mais en regrettant intérieurement. Le deuxième conseil, c'est vraiment arrêter de se fixer des limites inutiles. Par exemple, la personne peut se dire, si je ne rends pas service à tout le monde, je ne serai jamais une bonne personne. Si la personne se fixe un tel objectif limitant, la personne nourrira constamment sa honte et sa culpabilité. Parce que de telles personnes subissent la honte, subissent la culpabilité chaque fois qu'elles ne rendent pas service, même si elles en sont incapables. Et le troisième conseil, c'est sortir des relations d'humiliation ou d'infantilisation pour ne plus nourrir la blessure, donc la retirer sa force, et ne plus aussi être fréquemment l'objet de manipulation. Parce que ces personnes
sont fortement manipulés par tous les autres parce que ce sont des personnes toujours prêtes à rendre des services. En tout cas, ça a permis de se poser des questions aussi sur les motivations finalement qui sont derrière les actes qu'on pose. Parce qu'on a vu, même pour d'autres blessures, on se retrouve des éléments que normalement on trouve que c'est des choses bénéfiques, mais au final, c'est pas toujours ce qui pousse les gens à les faire. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre que donc il y a des personnes qui rendent des services, mais pour carrément s'autoflageller, se faire du mal et à dépasser des limites qu'ils n'auraient pas dû avoir. Donc, c'est intéressant vraiment de pouvoir faire ce genre d'analyse et heureusement qu'on peut guérir. Auriez-vous un dernier mot pour ces personnes? Je dirais que la blessure émotionnelle d'humiliation est une des blessures de l'être, de l'identité, qui amène une personne à haïr ce qu'elle est et ce qu'elle est fait. C'est aussi une certaine crise d'identité et crise du potentiel. Pour dire que la guérison passe nécessairement par la reconnexion à son identité et à son potentiel. Ça, c'est très important. Et ça crée une reconnexion avec soi-même, ce qui est désiré, ce qui est recherché dans tout processus de restauration. Je vous remercie beaucoup. Merci. J'espère que vous l'aurez compris, ce que c'est la blessure émotionnelle d'humiliation, ce qu'elle peut être dans une vie comme un handicap pour une personne. Mais toutefois, il y a toujours des solutions, il y a toujours des réponses. N'hésitez pas à contacter les professionnels qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là. Merci de regarder la vidéo, aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire. À la prochaine.